Bon, vous voyez, on jasait encore. On se fait toujours prendre par le temps. Bienvenue. Alors, je vous l'avais dit, maintenant, on est avec Éric Cadotte. Qui est-il? Il est à la police de la ville de Mont-Tremblant. Exactement. Service de police ou service de prévention? Comment ça s'appelle? C'est le service de police de la ville de Mont-Tremblant. Moi, je suis agent en relations communautaires. Exactement. Donc, vous n'êtes pas nécessairement sur la patrouille de rue, mais vous rencontrez l'école, les organismes. Exactement. Vous êtes le lien avec la communauté. Vous êtes le bon gars. C'est exactement ça. Vous avez les mots justes. Oui, c'est ça, pour qu'on soit content de la police à Mont-Tremblant. Bon, ben c'est bon, ça. Vous êtes combien au total dans ce corps policier-là? On est une quarantaine de policiers en tout. Pour une population de... C'est 10 000 de population permanente. Oui. Par contre, il y a un 10 000 additionnel de villégiateurs, des gens qui ont des chalets qui viennent la fin de semaine. Oui. Et on peut même se permettre d'ajouter un 10 000 de touristes qui viennent remplir les hôtels, souvent l'été et l'hiver pour le ski également. Fait que la fin de semaine, on peut se retrouver avec une population de 30 000, mais pour des infrastructures qui sont construites pour recevoir une population de 10 000. Fait que ça fait beaucoup de monde le week-end. C'est la raison principale pour laquelle on est autant de policiers pour une population de 10 000. Ça explique parce qu'évidemment, il y a des retombées économiques à tout ça. Et puis, bon, on peut se payer un corps de police. Mont-Tremblant, c'est riche, mais ça doit brasser pareil. Là, les fins de semaine, quand tu as 30 000 personnes sur le party, peut-être, entre autres, une partie. C'est vraiment la fin de semaine où on a un nombre plus élevé de dossiers. On est beaucoup plus présent aussi au niveau du centre de villégiature, qui est comme la station Mont-Tremblant. On fait beaucoup de présence, notamment la fermeture des bars à pied, pour s'assurer que ça se passe bien, pour que les gens puissent s'amuser sans nécessairement qu'il y ait de casse. Ça, c'est-tu l'endroit là, où c'est pseudo-européen, là, un peu? Oui, c'est le village piétonnier là, qui est fait en pavé uni. C'est vraiment le centre de villégiature Mont-Tremblant. On a également un centre-ville qui est dans le secteur Saint-Jovite. Évidemment, on s'entend que c'est pas le centre-ville d'Huntingdon. C'est pas la même gang. Bon, alors, merci d'être avec nous. Là, c'est la chasse. Dans ma région, moi, je me lève le matin. Ça fait 3 semaines à peu près. Là. Ça tire partout. Le matin surtout, ou tard le soir. Alors, c'est commencé. Mais pas chez vous nécessairement. On ne parlera pas des diverses périodes de chasse, mais avant de penser à aller à la chasse, il y a des périodes à respecter en fonction du territoire où on veut aller. C'est pas un bar ouvert. Là. Non, c'est pas un bar ouvert. Mont-Tremblant, géographiquement, c'est très particulier. On se situe dans la zone 9, mais vraiment à la limite de la zone 9. La zone 9 pour la période de la chasse, c'est du 31 octobre. Ça va commencer samedi à l'Halloween et ça va se terminer le vendredi 13 novembre. Mais si on fait une dizaine de kilomètres au nord de ma municipalité, là, on tombe dans la section 11. La chasse est ouverte jusqu'au 15 novembre. Si on va un peu plus au sud ou à l'ouest, également, la zone 10 qui est ouverte jusqu'au 15 novembre aussi. Donc, on se trouve à être limitrophe à 2 territoires de chasse, en plus de couvrir notre territoire qui est le secteur 9. Donc, la meilleure façon, là, peu importe là, où on se trouve là, au Québec, là, allez donc fouiller votre date où vous voulez aller sur un site gouvernemental. Oui, on va sur Google, on tape zone de chasse et là, en PDF, on a la carte avec les secteurs, les heures d'ouverture, les dates également. Donc, tout est là. Je vous dis ça parce que vous vous imaginez pas qu'aller à la chasse en dehors des zones permises, même si vous avez votre permis de port d'armes, tout le kit, tout est légal, tout est enregistré, ça ne change rien. Vous pouvez même être arrêté. Vous pouvez même être détenu par un policier municipal. Admettons chez vous. Là. Oui. Vous voyez quelqu'un qui est en train de chasser de façon correcte, là, mais quand même, vous pourriez l'arrêter. Oui. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les policiers municipaux ne sont pas assermentés pour faire des enquêtes ou faire des arrestations en matière de, loi sur la chasse ou en matière de braconnage. Par contre, comme tous les citoyens, on a un pouvoir d'arrestation, de détention. Et à ce moment-là, lorsqu'on constate qu'il y a une infraction, on va détenir la personne en attendant d'être relevé par un agent de la protection de la faune qui, lui, va prendre le lead, dans le fond, de l'intervention. Contrairement aux policiers de la Sûreté du Québec qui, eux, sont des agents provinciaux et, par défaut, sont également nommés agents de conservation de la faune. Alors, d'office, ils pourraient même me mettre en état d'arrestation. Exactement. Les agents provinciaux de la Sûreté du Québec, eux, appliquent la loi provinciale. Et nous, par contre, les policiers municipaux, on doit faire appel aux agents de la protection de la faune pour prendre la relève de l'intervention. Mais évidemment, comme policier, si je constate qu'il y a une infraction en cours, bien, je vais évidemment intervenir, mais je vais devoir appeler les agents de la faune. OK, donc ça, c'est pour le braconnage en dehors des périodes de chasse permises. Puis même le braconnage, ça peut être chasser ce que j'ai pas le droit pendant une période permise. Ça peut être n'importe quelle infraction en matière de chasse, comme par exemple, on n'a pas le droit de tirer à partir d'un chemin public. Ah, c'est bon point. Alors, quand on voit sur les rangs, là, comme on voit en campagne, des chars parqués dans le temps de la chasse le long de la route,
tu peux même pas tirer à partir de là. Il faut que tu marches. Là. Absolument pas. OK. On doit s'éloigner du chemin public. On n'a pas le droit de chasser. Y a-t-il une distance, une zone tampon, et jamais vers le chemin non plus, j'imagine? Mais il faut faire attention parce que souvent, ce qu'on voit, c'est des gens qui vont chasser, ne sont pas sur leur terre, n'ont pas la permission des propriétaires non plus. En plus. Fait qu'il faut s'assurer qu'on est vraiment sur notre territoire de chasse, qu'on a la permission du propriétaire ou que c'est notre terre. Et on ne fait pas ça à partir du chemin public et encore moins à partir de sa voiture. Il y a également des heures à respecter. Ah oui, tu vrai? Oui. Il y a une espèce de couvre-feu, là, pas avant, pas après. Oui. À 30 minutes avant le lever du soleil, la chasse débute et 30 minutes après le coucher du soleil, la chasse doit être terminée. Puis ça, il fait pas complètement noir. Là. Quand le soleil se couche, il y a encore de la lumière dans le ciel. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ma conjointe rit souvent de moi j'appelle ça la brûlante. Là. Oui, mais c'est ça. On a l'heure officielle du coucher du soleil. On a droit à 30 minutes après pour compléter notre chasse, généralement. Et à ce moment-là, si on est surpris en train de chasser, on va devoir s'expliquer à un agent de la conservation de la faune pour venir expliquer dans le fond qu'on n'était pas vraiment en train de chasser. Donc, il vaut mieux avoir tout complété au coucher du soleil. OK, donc le coucher du soleil, pour ceux que ça intéresse, là, sur les applications iPhone, sur les sites de météo, on a habituellement l'heure du lever officiel. Exact, voilà. Donc, c'est 30 minutes avant, puis après, 30 minutes après. Oui. Bon. Là, en question d'armes à feu, évidemment, on parle de chasse. Alors, il faut parler de guns. On tire pas à la chasse avec des guns, j'imagine. Des armes de poing, on peut pas amener ça. Il y a des armes qu'on peut pas amener, j'imagine. Il y a des semi-automatiques. Non, il y a des catégories d'armes. Et là, il y a des armes à feu qui sont sans restriction. C'est des armes qu'on appelle communément des armes de chasse qu'on utilise. On a une formation. On doit avoir un permis de possession d'acquisition. C'est quoi, là? Ça, c'est la première étape. C'est je m'en vais m'acheter une arme à feu. Acquisition, c'est avoir l'arme à feu. La première étape, là, si on part à la base... Du début, la première étape, on va suivre une formation pour pouvoir avoir notre permis de possession d'acquisition d'armes à feu. Okay. Quand on a ce permis-là, on peut aller faire notre formation de chasse également pour avoir son permis de chasse. OK, donc 2 formations. 2 formations pour aller à la chasse. Mais on pourrait avoir... par exemple, un permis de possession d'acquisition d'armes à feu et ne pas aller à la chasse. Ça, c'est une autre histoire. L'arme à feu nous appartient, on a le droit de la posséder. Je donne l'exemple, j'ai une ferme, je veux protéger mon bétail contre la vermine, là, les ratons laveurs et ces cochonneries-là. Alors, je peux m'en servir pour ça. J'ai le droit de tuer des animaux pour ça. Vous n'aurez pas besoin, à ce moment-là, de permis de chasse, mais vous devez avoir votre permis de possession d'acquisition d'armes à feu. Qu'est-ce qui arrive si vous êtes propriétaire d'une arme à feu et que vous n'avez pas de permis de possession d'acquisition? Bien, à ce moment-là, on pourrait déposer contre vous des accusations criminelles d'usage négligent d'une arme à feu puisque vous n'êtes pas détenteur d'un permis de possession d'acquisition. C'est très important d'avoir suivi la formation et d'avoir ce permis-là pour être propriétaire d'une arme à feu. Donc, ça me prend vraiment 2 affaires. Oui, absolument. Pour la chasse, ça vous prend ces 2 choses-là. OK. Puis être dans la bonne période. Là, on prend une pause parce que là, il faut aller se rafraîchir, les amis. Profitez-en pour aller aux toilettes. Et après, on revient avec toutes ces conséquences-là qui sont graves. Là, on peut se ramasser avec un casier criminel. Là, effectivement. Pour des fois une négligence de bonne foi. Restez à l'écoute.